Mesdames et messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver une fois encore. Bienvenue à tous. Les titres du journal. Sa Majesté Don Marcella Maria I, roi du royaume des Saint-Pierre de l'Italie, est en visite depuis dimanche à Conakry. C'est pour s'entretenir avec les autorités guinéennes afin de mener des actions humanitaires dans le pays. Grogne des travailleurs de la société de sécurité privée G4S ce lundi, il réclame de meilleures conditions de vie et de travail, comme il en avait été depuis les Échos, c'est dans cette édition. Et puis, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry ces derniers temps ont causé assez de dégâts. C'est le cas au quartier Afia 2 où certaines maisons ont été inondées. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La communauté Konya vivant à Conakry a reçu dimanche dernier une délégation du RPG Arc-en-Ciel venue transmettre un message de paix et de pardon aux ressortissants de cette communauté. La délégation a offert aux blessés des événements tragiques de la région forestière, une tonne de riz et 10 millions de francs guinéens pour l'achat de médicaments. Mohamed Malik Diallo. Une délégation du RPG Arc-en-Ciel chez les ressortissants de la communauté Konya à Conakry. Conduite par la coordinatrice du parti présidentiel, cette délégation était venue appeler les fils de cette communauté au calme et à la retenue suite aux douloureux événements survenus dans le sud-est de la Guinée. Je viens vous voir, mes frères et sœurs, pour vous demander qu'on se mette ensemble pour éteindre ce feu qui préoccupe toute la Guinée. Je vous assure, j'ai vu le président ce jour, je ne l'ai jamais vu comme ça. Tellement qu'il était préoccupé, peiné, qu'en ce moment précis, que les choses recommencent en forêt. Par la même occasion, Nantenay Shérif leur a annoncé que le président de la République projette de rencontrer bientôt la communauté forestière dont ils sont membres. En retour, les différentes couches sociales représentées au sein de la communauté Konya ont exprimé leur détermination à œuvrer pour la paix, tout en invitant le gouvernement et la justice à prendre des mesures correctives face à la gravité de la situation. Le Konya ne s'est jamais vengé. Il a toujours privilégié la retenue. Il a pardonné à cause de Dieu pour la paix et l'unité nationale. Si nous sommes restés patients à l'écoute du gouvernement, c'est pour qu'il prenne ses responsabilités et que la justice joue son rôle. Nous les Konya, nous ne cherchons pas la guerre. Bien au contraire, nous voulons la paix en forêt et dans toute la Guinée. N'avons-nous pas lutté contre les étrangers pour le pays ? Étant lui-même l'un des fils de la communauté Konya, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique a lui aussi fait montre de pardon. Il a appelé ses frères et sœurs à promouvoir la paix. Il faut s'éloigner de ceux qui veulent la guerre. C'est vrai que ça fait très mal lorsqu'on tue tes proches. Il est évident que personne ne peut admettre cela. Cependant, il faut dire aux populations de Nzerekore, Beila, Massanta et environ de pardonner. Au nom de Dieu, au nom du prophète, faites en sorte que la paix revienne. Avant de rebrousser chemin, le RPG Arc-en-Ciel a fait don d'une tonne de riz et de 10 millions de francs guinéens aux victimes des événements sanglants dont le triste bilan fait état de centaines de blessés et plus de 60 morts de sources hospitalières. Dans une déclaration dimanche, le RPG Arc-en-Ciel a condamné ces derniers événements qui ont affecté la région forestière. À cette occasion, la coordinatrice du parti présidentiel a appelé notamment les hommes de médias à plus de responsabilités. Suivez. Au moment où les populations laborieuses de la Guinée forestière s'apprêtent à accueillir avec ferveur et enthousiasme les festivités du 55e anniversaire de notre indépendance. Au moment où l'accord politique global du 3 juillet 2013 a suscité un immense espoir au sein des populations guinéennes avec l'ouverture de belles perspectives pour la paix sociale, surviennent à la surprise générale les graves et douloureux événements de Koulé, Nzerekore et Beila. À cette triste occasion, au nom du RPG Arc-en-Ciel et tous ses alliés, nous condamnons avec véhémence cette furie meurtrière qui endeuille tout le peuple de Guinée en général et les braves populations de la Guinée forestière en particulier. Le RPG Arc-en-Ciel convie les populations éprouvées
de la Guinée forestière au calme, à la sérénité, à la culture de la paix, à la non-violence et à la tolérance mutuelle, sans lesquelles il ne saurait y avoir aucune possibilité de vivre ensemble. Le RPG Arc-en-Ciel déplore l'attitude de certains hommes politiques qui, au lieu de contribuer à apaiser les esprits, se livrent à un marchandage politique de ces graves événements. Face à ces violences meurtrières au bilan lourd, le RPG Arc-en-Ciel félicite son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de toutes les bonnes dispositions prises pour ramener le calme et la sérénité. Comme annoncé dans les titres, dont Sa Majesté Don Marcela Maria I, roi du royaume de Saint-Pierre et Paul de Saint-Esprit, venu d'Italie et depuis dimanche en Guinée, il est venu s'entretenir avec les autorités guinéennes sur les possibilités de mener des actions dans le pays, notamment dans le cadre humanitaire. Don Marcela Maria I et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport international Conakry-Bessia par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, Santa Conté. Arrivé dimanche en Guinée, Sa Majesté Don Marcelo Maria I, roi du royaume de Saint-Pierre et Paul, prince de Saint-Esprit, vient signer des accords de partenariat avec les autorités guinéennes. Une visite qui s'inscrit aussi dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et ce royaume qui se trouve en Italie. Il compte mettre son séjour à profit pour mener des actions humanitaires dans le pays. Allora, io intanto posso fare una piccola premessa. E cioè che io vengo... Il est venu en Guinée avant tout en tant que médecin pour connaître la Guinée et à travers ça il a connu les problèmes de la Guinée. Aujourd'hui, il vient ici pour avoir un rapport très étroit avec le gouvernement guinéen. Ils sont venus avec beaucoup de projets qui pensent être réalisables en Guinée, mais tous ces projets-là sont à soumettre aux autorités et au département de tutelle, qui est le ministère de la promotion féminine et de l'enfance, qui va évaluer les différents protocoles d'accord qu'ils ont préétablis et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la réalisation de ces projets. La venue de Sa Majesté Don Marcelo Maria I a été rendue possible grâce aux efforts de l'ambassadeur itinérant de la Guinée au royaume de Saint-Pierre et Paul. Toute chose qu'apprécie hautement le secrétaire général du ministère des Affaires sociales qui a accueilli la délégation à l'aéroport international Conakry-Bessia. Nous essayons de mettre en place un partenariat et on est en train d'évaluer les propositions qu'ils ont faites et on va trouver un terrain d'entente et puis on va essayer d'établir un partenariat et avec l'accord du gouvernement guinéen, ce qui va dans l'intérêt de notre département pour la protection des couches vulnérables qui est notre population cible. Il faut signaler que Sa Majesté Don Marcelo Maria I est à sa première visite en Guinée. Médecin de profession, il est très connu dans le milieu médical international pour avoir été membre de nombreuses commissions scientifiques italiennes et étrangères. Sur un autre plan, rupture du jeûne sur la fraternité et la réconciliation par les leaders religieux et politiques du pays, une initiative du Conseil islamique de Guinée. La démarche vise à réunir les Guinéens de tous bords autour des idéaux de paix et de concorde sociale, mais aussi pour la finalisation du processus électoral en Guinée. Diao Bachir. En organisant cette cérémonie, le Conseil islamique de Guinée, dans un élan réconciliateur, voudrait rapprocher les Guinéens autour d'une même table de restauration en ce mois saint de Ramadan. Une occasion offerte aux uns et aux autres de discuter des problèmes qui assaillent le pays et d'en proposer des solutions. Une démarche citoyenne et religieuse fondée sur la préservation de la paix, de la tolérance et de l'unité nationale. Le mois saint Ramadan est un mois que le Coran a fait révéler à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit renforcer la capacité des affaires sociaux pendant le mois saint de Ramadan. Chacun invite l'autre selon sa petite moyen pour le faire rupture ensemble pour que la haine soit élevée, disparue parmi les musulmans.
Un bon musulman, c'est celui qui comporte très bien vis-à-vis de ses prochains. Les organisateurs et quelques participants ont également saisi l'occasion pour saluer les résultats obtenus lors du dialogue politique interguinéen. Le sens du repas commun, c'est l'accompagnement du processus électoral suite à l'accord global politique obtenu le 3 juillet 2003. Nous pensons que c'est un cadeau, il est précieux mais il est aussi fragile. Le Conseil islamique de Guinée et les leaders religieux de Guinée ont pensé que cet accord doit être accompagné par la bonne exhortation aux acteurs politiques et pour que ce processus arrive à bon terme. Pendant ce repas, ça nous a permis aussi d'échanger sur la situation socio-politique en République de Guinée. Et il est ressorti ici de tous les croyants qui ont participé à ce partage de repas familial que nous devons nous donner la main, que chacun doit œuvrer pour la paix. Et c'est un signe de la paix, c'est dire que chacun de nous, dans sa famille, avec ses voisins, nous devons, dans le quartier, nous devons le faire parce que ça rassemble les gens, ça amène l'apaisement des uns et des autres. La rupture du jeûne sur la fraternité et la réconciliation s'étend sur 10 jours et va couvrir les 5 communes de la capitale. Mouvement de colère des travailleurs de la société de sécurité privée G4S. Ils ont entamé ce lundi une grève pacifique de 112 heures pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Les grévistes dénoncent l'exploitation abusive et le bas salaire. Reportage Mamadi Kanisoko. L'argent qu'on te donne, ça ne te suffit pas, ça ne vaut même pas 5 jours de dépenses. Par exemple, moi je suis marié, il me faut de payer eau, il me faut de payer l'électricité et il me faut de payer un sac de riz plus le condiment et le transport. Maintenant, quand toi tu prends 500 000, tu donnes à quelqu'un, est-ce que ça peut arranger un agent? Moi je n'ai qu'une seule journée de repos. Et tu le fais comprendre. Mais vraiment, les agents, ils sont souffrants. Ils sont très souffrants. Moussa Silla fait partie des travailleurs de la société G4S qui ne peuvent plus se taire devant leurs conditions de travail jugées révoltantes. Illégalité dans le traitement salarial et pire, la nouvelle direction générale aurait supprimé tous les avantages dont ils bénéficiaient. Chaque mois de carême, on donnait 50 000 francs comme prix de sucre. Leur arrivée en 2012 a supprimé ça. Il y avait l'ancienneté même pour donner la promotion à quelqu'un. Mais aujourd'hui, ils ont dit net. Où je vous parle, le dernier écrit, après lui, il n'y a jamais eu de formation d'abord qui est en mission d'enquête financière, qui a été financée à 4 millions pour 10 jours. Tout ce que nous avons aujourd'hui, l'injustice, l'humiliation, ils peuvent s'arrêter, ils t'insultent. C'est pourquoi le mouvement de grève de 72 heures déclenché n'est qu'une alerte auprès des autorités mais aussi de l'employeur. La grève de 72 heures est décrétée partout où il y a G4S en Guinée. Au moment où je vous parle, Lola est en service minimum. Kerewane, Sangaredi, Zogota. Pourquoi ce service minimum? C'est pour prouver à l'opinion nationale et internationale que nous, les travailleurs, nous avons la bonne foi. Nous avons dit après les 72 heures, nous allons reprendre le travail pour 10 jours. Si les 10 jours passent dans les yeux de l'autorité guinéenne, ça veut dire que les nouveaux dirigeants acteurs de G4S ne veulent plus qu'il y ait l'image de G4S. En ce moment, nous allons faire le maximum de nous-mêmes, courir derrière les clients pour faire sortir la mauvaise foi des dirigeants de G4S. Plusieurs tentatives du côté de la direction générale de G4S menées auprès de l'inspection du travail sont restées sans succès. Pour l'heure, les principaux mis en cause, un certain Jean-Michel et Jean-Charles Lebec, sont dans le viseur des travailleurs et la réaction de la direction générale est attendue sur le sujet. Je vous le disais tantôt, il pleut depuis le week-end sur Conakry. Ces fortes pluies ne sont pas sans conséquences. Dans le quartier Afia 2, comme d'ailleurs il est de coutume, les maisons ont été inondées. Des citoyens désemparés demandent le secours du gouvernement. Ousenatou Diallo. La forte pluie qui s'abat sur Conakry et environnant ne reste pas sans conséquences. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des dégâts matériels ont été constatés. C'est le cas à Fia 2 dans la commune de Dixine où les habitants se sont réveillés, les habitations inondées. Une situation qui ne serait pas la première dans cette localité. On a trop souffert. Cela n'est pas une première chez nous ici. Nous demandons le secours des autorités. Nous souffrons vraiment. Depuis 6 heures, on est sous pied. 6 heures du matin, tout le monde a volé.
Chaque année, nous souffrons comme ça. Mais cette année encore, nous ne savons même pas comment faire. Vous voyez, depuis tôt, les enfants sont debout à cause de cette inondation. Après plusieurs démarches auprès des autorités sans succès, ces habitants tirent la sonnette d'alarme. Chaque année hivernale, Afia est dans telle situation. Donc nous faisons un appel pressant au gouvernement de nous aider afin que Afia soit désenclavé. C'est un mot qu'on a dit, c'est des phrases qu'on a dit à tout moment, à tout temps, mais ils ne viennent pas. Au constat sur le terrain, ces multiples inondations sont causées par des constructions anarchiques dans le bas-fond. La vente illicite de produits pharmaceutiques à Conakry, une problématique tendant vers un phénomène normal à cause du niveau de vie des populations et du système de santé dans le pays. Qui le veut, peut le faire. C'est le commerce des médicaments qui pourtant est prohibé pour les non-professionnels, un facteur de risque pour la santé des populations. Reportage de notre stagiaire Valérie Idari. La vente de produits pharmaceutiques à Conakry est de nos jours à l'apanage de tout le monde. Malgré la présence de la loi L94/012/7RN du 22 mars 1994 portant sur la législation pharmaceutique en Guinée. Une loi qui recommande que seules les personnes diplômées en pharmacie et reconnues par l'ordre des pharmaciens de Guinée sont habilitées à ouvrir une pharmacie et vendre des médicaments. Malheureusement, cette loi n'est pas respectée. Dans les quartiers comme dans les marchés, même le long des rues, se trouvent des vendeurs de médicaments qui ne respectent aucune norme de protection. Tous les jours, les tabliers des femmes qui se promènent avec des médicaments. Et maintenant, plus grave, les gens qui vont ouvrir des boutiques le long des rues, sur lesquelles même il y en a qui osent écrire même pharmacie. Tous les jours, les gens meurent en utilisant ces médicaments. Les gens présentent des pathologies maintenant qu'on ne peut plus maîtriser souvent. Actuellement d'ailleurs, on constate qu'il y a une recrudescence du diabète, de l'hypertension dans le pays. Cela est dû effectivement à l'usage de ces médicaments que les gens utilisent sans contrôle. Bien qu'elles présentent des dangers, ces pharmacies parterres sont le point d'achat privilégié pour certaines personnes. En fait, nous préférons les médicaments de Madina parce que les produits qu'on nous vend dans les pharmacies, c'est très cher. On peut nous vendre des produits ici, 50 000, 100 000. Par contre, ce qui est vendu à 50 000 dans les pharmacies, quand on rentre à Madina, on peut gagner ça à 15 000, 20 000. Par contre, d'autres citoyens conscients des dangers qui présentent ces pharmacies parterres préfèrent les pharmacies bien structurées. Moi, je préfère quand même les médicaments pharmaceutiques. Même si c'est cher aussi, on préfère quand même ce qui est cher. Mais au moins, quand on achète, il faut que, franchement, ça doit aussi nous mettre dans de bonnes conditions. Ça doit nous soigner aussi comme il faut. Sur toute l'étendue du territoire guinéen, seulement 400 pharmacies sont reconnues par l'Ordre des pharmaciens de Guinée. Alors, l'État doit prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin à cette pratique. Le transport des colis dans la charrette ou sur la tête, un métier très convoité par les jeunes faute d'emploi décent. Plusieurs jeunes exerçant ce métier pour subvenir à leurs besoins. Certains ont même réalisé leur rêve. La débrouillardise des jeunes charretiers de Madina et les difficultés quotidiennes, c'est le grand format signé Mfali Gilavoudi. Le transport des colis dans des charrettes, un métier très prisé à Conakry et qui permet aux jeunes de subvenir à leurs besoins. C'est nous qui prenons bagages dans le marché. Il n'y a pas le moyen d'aller là. C'est pour gagner les dépenses. Si on reste dans la maison, il n'y a pas quelqu'un qui nous donne quelque chose là-bas. Donc on est obligé de venir dans le marché pour faire ça. Il est 9 heures. Le marché Madina ne désemplit pas. Les rues envahies de jeunes, munis de charrettes remplies de bagages de toutes sortes. Chacun se démerde quotidiennement. J'étais à l'école jusqu'en 10e. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de soutenance pour moi, c'est pour cela que j'ai abandonné l'école. Je fais le travail là pour gagner un peu de besoin pour moi, pour que je puisse ne pas voler quoi. Par jour, je peux gagner peut-être 60 000, 70 000 jusqu'à 90 000 francs. Une certaine complicité existe entre les propriétaires des colis et les charretiers.
Quand on paie les marchandises, nous les remettons aux charretiers. On paie 30 000 par colis. Si nous ne les suivons pas, ils peuvent disparaître. Ce petit métier est aussi exercé en cette période de grandes vacances par de nombreux élèves qui d'ores et déjà travaillent d'arrache-pied pour préparer la rentrée prochaine. Je suis élève, je fais la 12e sciences sociales. Je fais les études normales, autant des études. Maintenant, pendant les vacances, je viens au moins, je me débrouille aussi. Quand on vient, par exemple, à 8 heures, on a peut-être 6 heures de travail avant de se retourner. Quand on a les 30 000 à la poche, peut-être ça pourra nous satisfaire la nuit à la maison dans certaines régions. Mais quand on a au-delà de 30 000, on divise les 50 000 par deux. Les 30 000, on encaisse. Maintenant, les 20 000, on met dans la poche. Je travaille ici. Au lieu de rester à la maison, faire les banditismes, voler ou bien fumer les drogues, il faut mieux que je vienne à Madina, je me débrouille ici pour gagner un petit argent pour satisfaire mes besoins, quoi. Comme ses élèves, Gassim lui s'est spécialisé dans la vente d'eau des robinets aux familles voisines de la SIG Madina. Il entend sous peu retourner à Dinguiraye avec ses fournitures scolaires. Je viens de Dinguiraye, je suis un élève, je suis venu en vacances. On pousse le sarat pour vendre l'eau, quoi. Si je gagne un peu de somme, je vais acheter des bics avec les tennis d'aller au village. Parce que mon père, mes parents n'ont pas tellement de moyens. Je ne vais pas s'asseoir à côté d'eux comme ça, sans venir chercher un peu de les aider, quoi. Bien que rentables, les charretiers sont conscients des conséquences de leur métier. Ça joue sur moi un peu, quoi, parce que deux fois, en me couchant quand même, j'aurai un peu de fatigue, quoi. Si je ne prends pas les médicaments, ça ne va pas sur moi, quoi. Si je pousse dans toute la journée, donc le soir j'achète les médicaments parce qu'il n'y a pas un autre travail, sinon c'est le travail là, c'est très difficile, quoi. Ce n'est pas le seul problème. Le vol est aussi récurrent au sein de leur corporation, d'où le cri de cœur de ces jeunes auprès des décideurs. Si le gouvernement peut nous aider d'avoir des emplois à travailler, comme de faire ouvrir les sociétés, je peux me lancer sous ça, quoi. J'ai mon espoir dans la vie, parce qu'en tant qu'un homme, tu vis dans la vie, tu as un espoir. En attendant, ces jeunes charretiers bravent la pluie pour se faire une place au soleil. Bruxelles a inscrit la branche armée du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne en cause des actes perpétrés sur le territoire, notamment l'attentat en Bulgarie l'an dernier. En revanche, l'implication croissante n'est pas à mentionner. Catherine Ashton l'avait clairement fait comprendre avant le début de la réunion. Cette rencontre de la chef de la diplomatie européenne avec ses 27 homologues du continent devront aboutir à du concret pour tenter de résoudre les conflits au Moyen et Proche-Orient. Résultat, à la fin de la table ronde, le coup près tombe, la branche armée du Hezbollah est désormais sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Concrètement, cette sanction se traduit par un gel des financements et une interdiction d'entrée sur le territoire européen par les soldats du mouvement chiite libanais. Un durcissement de ton qui ravit Israël, grand ennemi du Hezbollah. Cette décision de l'Union européenne est une étape très importante. Israël sait depuis longtemps que le Hezbollah est une organisation terroriste, mais il est très important que ce groupe comprenne que la communauté internationale n'accepte pas certains actes de terreur. Le Hezbollah doit également arrêter de se cacher derrière le titre de parti politique. Côté libanais, les politiques du Hezbollah accusent les 27 de juger sans preuve et préfèrent minimiser cette condamnation. Cette étape n'affectera pas le Hezbollah ou la résistance. Une résistance d'ailleurs présente sur le territoire libanais et nous en Europe. En prenant cette décision, l'Europe se met à dos toute une partie de la population de notre région, le Hezbollah et ses partisans. Ce qui a motivé la décision de l'Europe s'est déroulé il y a un an, juillet 2012, aéroport de Bourgas en Bulgarie. Une bombe placée sous un car de touristes israéliens explose. 7 morts et une trentaine de blessés. Il s'agit du premier attentat anti-israélien dans ce pays européen. L'UE rejoint donc aujourd'hui Israël, bien sûr, mais aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Canada et l'Australie, qui avaient déjà classé le Hezbollah sur leur liste noire, sans distinguer les branches politiques et militaires. Au nom de la stabilité du Liban, les Européens, eux, assurent vouloir continuer à dialoguer avec les responsables politiques du mouvement chiite pro-iranien.
Un mouvement qui n'a pas fini de faire parler de lui, vu son implication dans le conflit syrien et son soutien au régime de Bachar al-Assad. Le pape Augustin François a quitté Rome pour le Brésil. Le souverain pontife est en route pour Rio de Janeiro où il sera accueilli par la présidente Dilma Rousseff. Pendant une semaine, il présidera les Journées mondiales de la jeunesse. En tout, près d'1,5 million de jeunes pèlerins sont attendus. Pour rallier l'une des plus belles baies du monde, ils arrivent par avion entier. Voici un groupe de Saint-Étienne. Il vient de passer une première semaine au Brésil, à Bahia. Et les jeunes ont le moral gonflé à bloc. Ils sont prêts pour ce que l'Église catholique appelle la grande fête de la jeunesse. Là maintenant, c'est vraiment les JMJ à Rio. On est content d'être arrivé à Rio et on espère que ça va être aussi festif que ce qu'on a vécu la première semaine. La découverte de Rio de Janeiro, ses plages et ses monuments mythiques commence maintenant. Avec au programme le beau comme le reste, les favelas et leurs habitants qui vivent dans une extrême pauvreté. En passant dans les rues, on voit des favelas, des gens beaucoup plus pauvres. C'est une grande disparité qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Pas une minute à perdre. Les jeunes ont un emploi du temps chargé. Première étape, recevoir le kit du pèlerin indispensable pour ces Journées mondiales de la jeunesse. On a une casquette et une petite croix avec le Corcovado dessus. Le Corcovado, le symbole de ces Journées mondiales de la jeunesse. La suite sera faite essentiellement de cérémonies, de messes, de prières et de chants. Un train d'enfer, même si au Brésil, il y a plusieurs dieux. Il y a le football que l'on vénère. Et on a beau être pèlerin, impossible de mettre un pied à Rio sans qu'une irrésistible envie de taper dans un ballon ne vous saisit. Près de 90 morts en Chine, c'est le bilan du séisme qui a touché une région montagneuse et difficile d'accès du nord-ouest du pays. Près de 600 personnes ont aussi été grièvement blessées et 14 sont toujours portées disparues. Il est 7h45 heure locale lorsque la terre tremble dans la ville de Nyangjiang au nord-ouest de la Chine. Une secousse de 6 sur l'échelle de Richter. En ville, les dégâts ne paraissent pas trop importants, mais ailleurs dans les villages de cette province montagneuse de Ganzhou, les maisons se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Fabriquées en briques de terre cuite, elles n'ont pas résisté au séisme. Le premier bilan fait état de plus de 70 morts et 600 blessés. Les hôpitaux sont vite débordés. Les premiers soins se font sur les parkings ou dans la rue. Oui, il y a beaucoup de blessés. Nous étions les premiers à pouvoir nous enfuir. Toute la maison s'est effondrée. Plus de 2000 soldats, 300 policiers et des dizaines de médecins et infirmiers ont déjà été envoyés en renfort. La Croix-Rouge a lancé un appel à l'aide d'urgence. Très vite, nous allons avoir de grands besoins en termes d'eau et de nourriture. Nous allons aussi avoir besoin de sanitaires. Pour ceux qui vivent dans des bâtiments endommagés ou des maisons effondrées, il faudra aussi d'urgence des abris. Un responsable du bureau de sismologie de la province de Ganzhou estime à plus de 20 000 les bâtiments fragilisés et à plus de 1200 ceux qui se sont effondrés. L'épicentre est situé dans une zone désertique, mais il a été ressenti à plus de 170 km dans d'autres provinces voisines. À Ganzhou, de fortes pluies ont commencé à s'abattre sur la région. Elles risquent de compliquer le travail de secours et la prise en charge des survivants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur la toile, le www.groupévasionguinée.info. Bonsoir à tous.